C'est à toi. Bonjour à tous et bonjour à toutes, donc bienvenue à cette cinquième et dernière journée de la semaine ETE en santé en Pays de Loire, donc ETE, efficacité et transition énergétique. Aujourd'hui on est ensemble de 11 h à 12h15 environ et cette cinquième journée est dédiée à l'offre de service du dispositif. Donc les consignes classiques que Laurent a rappelé en introduction, donc n'oubliez pas de couper votre micro, votre caméra, d'utiliser le chat pour toutes vos questions et si possible de vous identifier nom, prénom et structure. Rapidement, voilà, donc là on rappelle le programme de la semaine, donc on a parlé des acteurs en jour 1, du dispositif ETE en détail en jour 2, du dispositif éco-énergie tertiaire en jour 3, des aides financières hier et aujourd'hui, l'offre de service du dispositif. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc des explications générales, le contenu envisagé du dispositif, votre rôle et notre rôle, une partie échange-questions avec en plus aujourd'hui la foire aux questions et une conclusion générale de la semaine ETE. Deux intervenants aujourd'hui, pas d'intervenants extérieurs, donc moi-même Yoann Leloutre, chargé de mission conseiller en énergie partagée à la MAP et Laurent Bizien, chargé de mission efficience et développement durable à la MAP également. Sur la semaine, comme d'habitude, 86 établissements différents sont inscrits à plusieurs séances, ce qui fait en gros 290 inscrits sur les 5 webinaires. Une répartition assez homogène par journée, 29% de centres hospitaliers, 32 de SMS personnes âgées, 12 ESMS personnes handicapées et 27% de autres institutions, conseils départemental, etc., etc. Au niveau des statuts, 50% de public, 40% d'associatifs et environ 10% de privés. Vous aviez un petit questionnaire lors de l'inscription pour savoir un peu qu'est-ce que vous connaissiez ou pas, ou moyennement. Donc on voit sur le dispositif CEP, conscient énergie partagée, on était sur un 50-50, base documentaire du dispositif 40-60, 50% ne connaissaient pas 90% ne connaissaient pas ou moyennement les acteurs territoriaux, quasiment pareil pour le dispositif éco-énergie tertiaire, et 90% de non-connaissance ou de moyenne connaissance sur les aides financières. Donc on a bien fait de faire cette semaine de webinaire, car on voit au niveau des pourcentages qu'il y avait de l'info à donner. Voilà, donc là une petite animation qui permet de voir en gros quel questionnement est associé à quel webinaire de la semaine. Le fameux glossaire, beaucoup d'acronymes, vous avez tout ici pour vous y retrouver facilement. Rapidement, même introduction, donc entre 2018 et 2021, on était sur le dispositif CEP de conscient énergie partagée, cofinancé par l'ARS et l'ADEME des Pays de Loire. Le CEP, c'était quoi? Un ETP moi-même versus 1633 structures de santé. Le dispositif a évolué, et d'où cette semaine pour présenter le dispositif ETE, efficacité et transition énergétique, cofinancé par l'ARS des Pays de Loire et la FNCCR. Et là, on fait un puissance 7. On passe à 7 ETP pour toujours les 1633 structures de santé de la région Pays de Loire. Et pour après 2023, qu'est-ce qui va se passer? La construction du projet est en cours, ça ne va pas s'arrêter là, loin de là. Voilà pour l'introduction classique des webinaires. Je laisse maintenant la parole à Laurent pour réexpliquer ce schéma que vous avez peut-être déjà vu, mais voilà, on va en reparler et changer un petit peu le discours pour que vous le compreniez le plus facilement possible. Merci Yoann. On est sur la présentation de l'offre de service de la MAP sur l'efficacité et transition énergétique. Il nous apparaissait important de revenir sur la genèse de ce dispositif et de cette offre de service, puisque il y a déjà un dispositif en cours avec le dispositif que vous connaissez avec Yoann Leloutre. Alors, vous avez à l'écran la situation à peu près avant juin 2018. Donc, vous avez les bénéficiaires finaux qui sont en haut de l'écran. Donc, en vert, donc, les structures médico-sociales, en bleu, le pictogramme sur l'établissement sanitaire, tout statut juridique confondu, donc ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux. Vous avez la map qui est déjà identifiée en bas à gauche de votre écran. Vous avez déjà sur chacun de vos territoires donc, des syndicats d'énergie, des AODE, autorités organisatrices de la distribution d'énergie, des relais des énergies renouvelables qui accompagnent les établissements.
En tout cas, les AODE ont ce rôle de diagnostic que vous avez sur la droite de votre écran. Vous avez, avant juin 2018, l'Agence régionale de santé qui est soutenante à votre égard, mais en termes de tutelle de financement sur éventuellement des actions et travaux de performance énergétique en la personne de Bernard Prudhomme-Lacroix, euh, notre interlocuteur à l'ARSP de la Loire. Donc, pour vos actions et travaux de performance énergétique, voilà à peu près le constat avant juin 2018. On avance, nous sommes de juin 2018 à mai 2021. Quelles sont les évolutions? Alors déjà, on voit en bas l'arrivée d'un financeur qui est l'ADEME Pays de la Loire. L'ADEME Pays de la Loire va signer un accord cadre entre l'ARS et l'ADEME sur les thématiques du développement durable avec un premier axe sur la partie performance énergétique et les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui en découle? C'est l'arrivée d'un conseiller en énergie partagée à gauche de votre écran. Et ce conseiller en énergie partagée, voilà tout de suite ce qu'il va le faire. Il va demander aux bénéficiaires finaux de candidater au dispositif de conseiller en énergie partagée, de déposer des projets, des intentions d'accompagnement sur la base d'un questionnaire dont Johan reparlera tout à l'heure, un questionnaire qui existe pour faire valoir les attentes des établissements et aussi des critères de sélection. Johan y reviendra. Cette flèche bleue depuis le conseiller en énergie partagée vers les bénéficiaires finaux et des bénéficiaires finaux vers le conseiller en énergie partagée, c'est bien pour montrer que c'est un flux ascendant-descendant de conseils, d'accompagnement, d'outillage, de suivi, d'optimisation, d'animation, de formation et de sensibilisation. On est vraiment sur un accompagnement à la fois de terrain, individuel et collectif de l'ensemble des bénéficiaires finaux qui représentent 1633 structures. Là, vous avez 5 carrés puisque vous avez les 5 départements représentés. À gauche, le 44, puis le 49, puis le 53, puis le 72, puis le 85. Voilà la configuration de juin 2018 à mai 2021 avec une fonction d'animation, de coordination, en tout cas un vrai partenariat qui s'installe dorénavant entre le conseiller en énergie partagée, santé hébergé à la MAP, Johan Leloutre, et puis les AODE avec les relais ENR. Donc on a déjà une première intention de vraiment d'accompagner les établissements. Nous arrivons à juin 2021. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est qu'on va effacer on va diminuer la flèche d'accompagnement du futur ex-conseiller en énergie partagée qui va devenir, vous voyez à gauche de l'écran, on va passer sur la terminologie d'économe de flux. Donc, le coordinateur va être positionné à la map, existe la notion de conseiller en énergie partagée à compter de juin 2021 pour parler d'économe de flux coordinateur. Alors, cet économe de flux, il va toujours collaborer avec les syndicats d'énergie AODE. Là, les bénéficiaires finaux, si vous l'avez vu, on est passé de CEP à ETE. Vous allez pouvoir, en tant que bénéficiaire final, donc établissement sanitaire, médico-sociaux, tout statut juridique confondu, j'insiste, pouvoir bénéficier du dispositif ETE en candidatant, notamment, mais pas que, vous aurez toujours accès à des dispositifs d'information, formation, etc. Alors, la nouveauté, c'est que pour travailler à l'échelle maintenant des territoires, on s'entoure de compétences territoriales et de ce qu'on appelle les binômes de territoire. On a essayé de créer des mariages de territoire entre les AO2, autorités organisatrices de la distribution d'énergie, et des porteurs d'établissements sanitaires et médico-sociaux qui se sont portés volontaires, en l'occurrence les groupements hospitaliers de territoire. Donc dans chaque département, il y a le groupement hospitalier de territoire qui s'est porté candidat à apporter non seulement le dispositif d'efficacité et de transition énergétique territoriale pour le compte des établissements publics de santé qui sont dans leur périmètre initial, mais aussi pour élargir ce périmètre pour aller travailler sur le secteur du médico-social d'une part, mais également sur tout statut juridique confondu, pour répondre à une interrogation qui a été souvent remontée sur est-ce que je pourrais bénéficier si je suis de statut privé associatif ou lucratif. Bien sûr, le GHT aura ce rôle d'ouvrir son champ d'action envers l'ensemble. Il y aura une convention de partenariat signée entre le GHT et le CIDELA et tous les autres donc AODE qui précisera les modalités d'intervention. Concrètement, à partir de septembre 2021, Johan se sentira beaucoup moins seul sur la partie accompagnement de terrain puisque vous avez l'arrivée d'économes de flux de profil technicien, donc ce qu'on appelle aussi des conseillers en maîtrise de l'énergie, on reviendra sur cette sémantique. Donc vous avez 7 personnes qui vont arriver, donc 7 personnes au total, 6 personnes en plus de Johan, 7 personnes qui arriveront sur le territoire, donc dans chaque département, 2 sur le 44 vraisemblablement, et puis un économe de flux CME sur chaque département. Que vont-ils faire? Eh bien, ils vont prendre le relais aussi de ce qu'a pu faire Johan depuis 2018 et vous conseiller, vous, en tant que bénéficiaire final, accompagner, outiller, suivre, analyser, optimiser, financer, animer et sensibiliser aux actions et travaux de performance énergétique.
Vous avez à droite cette notion de diagnostic qui va progressivement se transformer de la façon suivante, avec l'accompagnement aussi par des bureaux d'études, puisque ce n'est pas uniquement cette force de frappe de 7 ETP qui va permettre de révolutionner les travaux d'efficacité et de transition énergétique. Il va aussi falloir s'entourer de bureaux d'études pour réussir à se faire, notamment sur la partie études et maîtrise d'œuvre. Vous avez à l'écran le dispositif tel que nous souhaitons vous le proposer, tel qu'on va vous présenter l'offre de service à présent. C'est important de se dire que c'est une genèse qui n'est pas juste théorique, qui n'est pas sortie d'un chapeau, tiens, c'est une ineptie de la map, on s'est dit tiens, on va passer de 1 à 7. Non, il y a un travail depuis 3 ans donc de Yoann Leloutre en tant que conseiller en énergie partagée en santé, qui vous a peut-être accompagné. Il y a un travail depuis très longtemps des AODE sur le sujet de l'énergie. Enfin bref, ce sujet, il est maturé depuis déjà plus d'1 an aussi avec la FNCCR et la RSPI de la Loire pour qu'on arrive à cette offre de service qu'on vous expose aujourd'hui, sachant que Yoann, déjà, lui, rien qu'à lui, sur les 1633 structures, il arrivait à en accompagner un peu plus de 300, il y reviendra tout à l'heure. Donc cette co-construction de l'offre de service, le message important, c'est de se dire qu'elle est coécrite. Elle est coécrite avec les 5 territoires, d'une part, donc GHT, AODE, et la RSP de la Loire. C'est une première offre de service. Elle est à destination des bénéficiaires finaux, donc les 1633 structures, et elle s'appuie à la fois sur les axes de financement de la convention FNCCR, donc la convention pensée sur la partie ressources humaines, études énergétiques, outils de suivi de consommation, instrumentation, maîtrise d'œuvre, mais aussi sur les modalités d'action de toujours de la MAP, qui sont rappelées ici, un dispositif d'information, de formation, de partage, donc mise en réseau, d'outillage, d'accompagnement et d'aide au financement. Exemple sur l'information, les webinaires de cette semaine, dont les actualités chaudes qu'on va continuer à vous relayer grâce à nos échanges avec les partenaires comme Adréal et DDTM, enfin bref, avec tous les acteurs, pour vous relayer les informations sur le dispositif éco-énergie tertiaire, sur, comme le disait Bruno Gagnepin de l'ADEME hier aussi, sur les aides financières existantes et à venir. Alors, l'offre de service, elle va s'affiner. On vous dit que c'est une première offre de service. On espère déjà qu'elle répondra à vos attentes, mais elle va s'affiner et se compléter au fur et à mesure, d'une part, que les bénéficiaires finaux, donc à droite de l'écran ici, toujours ce même pictogramme, les bénéficiaires vont candidater au dispositif. Ils vont exprimer leurs attentes prioritaires en matière d'efficacité et de transition énergétique. Ils vont déjà à être une source d'information notable pour comprendre le besoin. Ensuite, ces acteurs qui interviendront demain, donc au centre de l'écran, les conseillers en maîtrise de l'énergie, ce sont ces économes de flux techniciens, ils vont capter et remonter les problématiques énergétiques rencontrées sur le terrain. Ils vont les remonter d'une part au groupement hospitalier territoire et à ODE, mais aussi à la coordination régionale de l'ETE. Donc ces binômes GHT-AODE que vous avez symbolisés ici, en bleu, tout en haut à droite de votre écran, ils vont étoffer leur offre territoriale de services. Déjà, ils vont vous faire savoir ce qu'ils ont, eux, imaginé sur leur territoire. Et puis, ils vont l'agrémenter, cette offre de services, avec ce que chaque conseiller en maîtrise de l'énergie va remonter comme information du terrain. Enfin, la coordination régionale, symbolisée par ce pictogramme à gauche en orange, en fond orange, elle va consister, cette coordination régionale, à améliorer sa vision d'ensemble des organisations des 5 territoires, des organisations existantes. On ne va surtout pas balayer ce qui existe sur le territoire, on va fortement s'en inspirer. Et on va capter ce que les conseillers en maîtrise de l'énergie vont remonter du terrain, ce que les bénéficiaires finaux vont aussi remonter en direct à la fonction de coordination pour voir quelles sont les synergies possibles, quelle est l'offre de service, peut-être version 2, qui correspondra davantage à vos attentes. Les premiers éléments cités, ce sont les facteurs endogènes au dispositif ETE. Voilà comment on va faire évoluer l'offre de service en s'inspirant de ce qui se passe sur le territoire. Mais cette offre de service, elle a aussi vocation à évoluer en fonction de la réglementation, dispositif éco-énergie tertiaire, la RE 2020 dont on a parlé mercredi dernier dans le webinaire numéro 3, et puis les dispositifs d'aide aussi qui, eux, vont évoluer. À présent, sur la partie des piliers de fonctionnement,
avant de laisser ensuite la parole à Johan. Sur ces piliers de fonctionnement, on rappelle ici qu'il y a donc 2 grands types de profils hein, sur les ressources humaines qui vont vous aider demain en tant que bénéficiaire final. Il y a sur la partie gauche de l'écran la fonction de coordination régionale qui assurera la montée en compétences des nouveaux économes de flux de territoire ou conseillers en maîtrise de l'énergie, les CME, qui va assurer la formation des établissements sanitaires et des établissements et services médico-sociaux. Secrète, il va aussi animer la dynamique régionale en lien avec les CME. Il va co-rédiger avec l'ARS notamment la stratégie d'efficacité énergétique, notamment dans les programmes d'investissement. Ce sera une démarche groupée de mutualisation. Gestion administrative et financière de la convention pensée, ben oui, parce qu'on a des comptes à rendre. On a 2 cofinanceurs, l'ARF et la UNFED-CCR. Il faudra régulièrement réaliser des rapports d'activité à leur égard et évaluer les prospectives financières. Évaluation de l'action régionale et perspective, ça c'est important parce qu'on se dit que la convention pensée, elle dure avec la FNCCR jusqu'en 2023, donc 2021-2023, mais quid de l'après 2023, donc il faudra être en mesure et en capacité d'évaluer l'action qui aura été menée durant 2 à 3 ans pour ensuite définir l'après 2023 et enfin une fonction de communication. La partie droite, c'est la fonction de conseiller en maîtrise de l'énergie, sur laquelle je n'insiste pas, puisque Johan va y revenir tout de suite après. Mais il y a, c'est sur cette partie CME, donc ce sont les futurs accompagnateurs de terrain hein, de vous, bénéficiaires finaux de l'offre de service. Il y a la question en haut à droite, en jaune, qui apparaît. Il y a plusieurs questions comme ça de mutualisation qui sont venues tout au long de l'écriture, la coécriture de cette convention avec la FNCCR et l'ARS et les GHT AODE. C'est sur la notion d'achat. Tout ce qui est fonction de mutualisation. Il va falloir comprendre ce qui se passe sur chacun des territoires en termes de marché d'études techniques, en termes d'outillage. On sait qu'il y a des outils de suite consommation qui sont déjà existants, des logiciels de consommation d'énergie. Quel est le besoin en matière d'instrumentation? Quel est en tout cas l'existant en matière de marché d'instrumentation? Pareil sur les achats d'énergie, que ce soit donc, les énergies renouvelables, les matériaux biosourcés. Il y a déjà des établissements qui se sont lancés sur des contrats de performance énergétique. Et plutôt que tous ces achats, cette offre de service soit morcelée, que chaque établissement, quelque part, y aille de son cahier des charges, on se dit bah, que là, il y a vraiment un moyen de mutualiser, de rationaliser. Ça se fait déjà au niveau de certains GHT, de certains organismes gestionnaires, et se questionne le rôle de la MAP. Hein. Est-ce qu'il y a ce besoin ou pas? Et c'est ce qu'on définira ensemble avec les bénéficiaires finaux, avec comment dire, les groupements de territoires et AODE. Y a-t-il un besoin d'évoluer vers des marchés plus groupés? En tout cas, ça fera partie de l'évolution de l'offre de services par la suite, qu'on étudiera tout au long de cette convention pensée entre 2021 et 2023. Je laisse à présent la parole à Johan pour la partie du contenu envisagé de l'offre de services. 2 petites questions. Hein, Laurent, donc une de Gilles Rambaud. Serait-il possible d'avoir une diapo personnalisée par département avec arbre décisionnel avec les noms et coordonnées des différents intervenants départementaux sur un seul document? Diapo 12. Ah, c'est peut-être la 13 du coup. Ton micro, Laurent. Oui, pardon. Oui, ce document existe. On l'a projeté en session 1. On vous le transmettra bien volontiers. Très bien. Eh ben, on peut continuer, c'était la question. Très bien, donc maintenant je vais vous évoquer le contenu envisagé de l'offre de service du dispositif ETE. Hein. Donc il y a 5 points qui sont liés à l'offre de service. Donc une question RH et coordination avec le passage de un CEP à 7 économes de flux, une coordination MAP et potentiellement une plateforme collaborative d'échange entre les CME. Au niveau formation, comme l'a dit Laurent, il y aura une montée en compétences des CME et une offre de formation pour les établissements. Et niveau animation, une newsletter, base documentaire, des webinaires et une plateforme collaborative d'échange inter-établissement. La partie 4, une partie outils avec une partie candidature, suivi énergétique, indicateur de performance, planning d'avancement. Et l'outil, c'est aussi ce qu'on a vu juste avant, la partie animation. Je reviendrai là-dessus en détail tout à l'heure. Et une partie réseau, donc le réseau de l'efficacité et transition énergétique, avec le CRET, logo orange, le CME, logo violet, et les autres acteurs, notamment ceux qui ont été présentés lors de la journée 1 de la semaine ETE. Donc là, je ne retourne pas sur ce, je ne vais pas passer longtemps ici, hein, c'est Laurent qui l'a évoqué
juste avant, voilà, donc on passe de 6 CME plus 5 RED, donc c'est bien une coordination du réseau régional géré par la MAP, et via une plateforme collaborative. Ensuite, c'est au niveau des binômes de territoire que ça va se passer avec les CME. Donc là, une fiche de poste. Donc la fiche de poste des conseillers en maîtrise de l'énergie. Donc en gros, le but des CME, ça va être d'accompagner les établissements à se mettre en ordre de marche pour atteindre les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire de la loi Elan, CF, journée 3. Et aussi d'effectuer des missions définies en fonction des attentes et sollicitations exprimées par les établissements sanitaires et médico-sociaux du département et de la région. Pour cela, différents types d'accompagnement, de l'accompagnement des maîtres d'ouvrage sur la performance énergétique de projets d'investissement, notamment la confort estival, des points de vigilance, bonne réception du bâti, etc. Mettre en place un dispositif d'accompagnement énergétique sur l'existant, donc plan d'action, état des lieux, suivi énergétique, suivi des consommations énergétiques, optimisation des contrats à énergie et maintenance, accompagnement sur les financements et mise en relation avec les acteurs régionaux. Donc ça, c'est un peu la fiche de poste CME. Elle va sortir bientôt officiellement sur les différents canaux de candidature. N'hésitez pas, vous, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, à leur en parler que quelque chose va arriver pour qu'ils ne loupent pas le coche, entre guillemets, s'ils veulent candidater. Sachant que sur cet aspect-là, en effet, il y a les candidatures qui vont s'ouvrir. On sait que dans les partenaires, nous avons donc les AODE qui eux-mêmes ont déjà candidaté sur des appels à manifestation d'intérêt de la FNCCR. Donc, il y a un pool d'économes de flux existants. Donc, on va dire les personnes qui n'ont pas été retenues finalement sur des postes ouverts auprès des AODE. Donc, il y a un vivier d'économes de flux existants, mais c'est vrai que si vous avez, vous, des connaissances, elles seront les bienvenues pour être positionnées sur ces futurs postes. Ensuite, la fiche de poste coordinateur régional, efficacité transition énergétique, le CRET. Donc, c'est plutôt une fonction, comme l'a dit Laurent, de coordination. Coordonner le réseau OTE, animer le réseau OTE, promouvoir le réseau OTE, former les nouveaux CME départementaux et mutualiser les outils et documents. Il y aura aussi comme aspect l'animation, organiser des formations pour les établissements, des événements et animer les établissements sur les thématiques liées à l'efficacité énergétique. Et enfin, il y aura un rôle de synthèse, coordination, donc synthétiser les retours terrain des indicateurs de performance des CME, assurer le lien entre les CME, les établissements et les acteurs régionaux et nationaux, et participer à différents réseaux régionaux et nationaux comme celui de la FNCCR, de la NAP, de l'ADEME et autres. Donc, les crêtes vont former les futurs CME, effectivement. Donc, c'est déjà intégrer le CME dans la structure d'accueil, le GHT, l'AODE ou la MAP, lui expliquer le fonctionnement et les spécificités du monde de la santé, la connaissance de son territoire, le nombre de S, de SMS, d'organismes gestionnaires, comment fonctionnent les fédérations, qui on a en face de nous, connaître les acteurs régionaux, AODE, GHT, Relais, CF, Webinaire 1, comment fonctionne le dispositif ETE, financement, attente, webinaire 2, comment fonctionnent les outils et documents mutualisables, webinaire de ce jour, fonctionnement d'un accompagnement type de A à Z, fonctionnement du réseau ETE en Pays de Loire, comment fonctionne le CRED, qu'est-ce qu'il fait, les CME, qu'est-ce qu'ils font, les acteurs et bénéficiaires, comment tout cela s'articule. Reprendre aussi les accompagnements liés au dispositif CEP qui a eu lieu entre 2018 et 2021. On a déjà un bon fond, une bonne base avec pas mal de données au niveau des établissements de santé de la région. Et enfin, regarder les replays de la semaine ETE qui permettent de bien comprendre tous ces domaines. Donc voilà, concernant l'offre de services, donc il y a des formations qui sont mises en œuvre, qui ont eu lieu et qui vont continuer à avoir lieu et qui vont être renouvelées, adaptées forcément, modifiées, mais le tronc commun restera le même. C'est ce qu'on appelle les formats ludiques. Donc les formats ludiques, c'est comment en une journée, tout ça, ce sont des formations sans frais pour les établissements. C'est en une journée, comment fonctionne et comment on peut optimiser les équipements CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation en ESMS ou en ES. Donc, c'est comment fonctionnent les installations, qu'est-ce que le rendement global, quelles sont les optimisations à fort gain et à moindre coût, comment mettre en place un suivi énergétique. Lors de ces journées, il y a eu beaucoup de retours d'expérience entre agents de maintenance, et du coup, tout cela, comment se mettre en ordre de marche pour le dispositif éco-énergie tertiaire de la loi Elan. Donc, sur les formations, format ludique, il y a eu 190 inscrits déjà, aussi bien des directeurs, directrices, que des agents de maintenance.
Autre type de formation, les formes ADEME. Donc là, c'est des formations issues du catalogue ADEME qui ne sont pas faites par moi, qui sont faites par des prestataires extérieurs. Donc là, il y en a eu plusieurs qui ont eu lieu et d'autres qui vont avoir lieu à venir. Donc comment maîtriser l'énergie dans les établissements de santé, rénover avec les contrats de performance énergétique, comment comprendre et maîtriser les contrats d'exploitation de chauffage en secteur hospitalier, et enfin, comment intégrer la nouvelle réglementation dans la commande publique durable. Donc les deux dernières sont à venir. N'hésitez pas à vous y inscrire. Le petit logo En savoir plus à droite de la slide vous envoie directement sur les flyers d'inscription. Donc il reste de la place, n'hésitez pas à vous y inscrire. Autre moyen d'animation, les newsletters trimestriels qui avaient lieu sur le dispositif CEP. Donc là, il va y avoir une nouvelle newsletter ETE. La fréquence est à définir, mais voilà, est-ce qu'elle sera globale par territoire ou les deux? En tout cas, il y aura encore une communication et de l'information par newsletter. Ensuite, il y a aussi des webinaires. Donc, il y a des webinaires qui sont informatifs et des webinaires qui sont explicatifs. Donc là, on voit la liste des webinaires qui ont été proposés par la MAP dernièrement. Donc, tous webinaires sont également enregistrés et mis sur notre chaîne YouTube. Le lien à droite et le En savoir plus toujours à droite, là, pour cliquer et s'inscrire. Donc, il y a eu des présentations sur des webinaires. À venir, la semaine des énergies renouvelables début juin. Il y a des formations de plusieurs sessions tous les mois, des formations mensuelles explicatives sur comment marche la base documentaire de la MAP, une vidéo de 10 minutes, on verra tout à l'heure la base documentaire, et une autre vidéo de 10-12 minutes de mémoire sur comment mettre en place un suivi énergétique en utilisant un Excel créé en interne par la MAP. À venir aussi plusieurs sessions sur comment réduire l'inconfort estival. Au lieu de mettre nos fameux petits multisplits à droite à gauche, on sait qu'il y a entre une quinzaine de solutions passives et semi-passives pour améliorer l'inconfort estival. Il y a eu récemment un webinaire sur la construction bois et matériaux biosourcés, les avantages pour la santé et le confort. Donc là, il y a un replay, vous pouvez aller le visualiser. À venir, l'ECS Légionnel et solaire thermique sus aux idées reçues. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Et en neuf, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la semaine de l'efficacité et transition énergétique. Juste ECS, eau chaude sanitaire. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Et ensuite, la fameuse base documentaire. Donc la base documentaire, le but, c'est de donner de l'autonomie aux établissements en centralisant des informations utiles et des outils simples liés au domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Peu de documents de 300 pages qu'on ne verra jamais la fin, que des documents synthétiques de 2-3 pages qui permettent d'aller au but sur 36 thèmes liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Les aides financières, ok, c'est ici. Réglementation, ok, c'est ici. Avantage du bois, ok, c'est ici. Voilà, il y en a pour tout le monde, aussi bien des points de vigilance que des points d'optimisation par poste énergétique. Donc voilà, j'ai mis en haut le lien du site internet, le lien du flyer de la base documentaire et un lien qui est un document de 3 pages sur la synthèse des onglets, ce qu'on trouve comme sous-partie dans chaque onglet. Et enfin, un lien YouTube où vous pouvez écouter pendant 10 minutes, qui permet en gros de voir comment fonctionne cette base. C'est aussi sur cette base documentaire qu'on peut s'inscrire aux formations, aux webinaires, aux newsletters, à toute l'offre de services de la MAP. Et tout ça est mis dans une offre de services semestrielle que propose la MAP. Donc là, on voit par mois aussi bien les actions liées, enfin les événements, qui dit événements, dit newsletters, webinaires, formations, etc. Aussi bien sur les thèmes du développement durable, alimentation, déchets, que sur l'efficacité énergétique. Donc là, vous recevez normalement de ma part des relances sur les offres de services semestriels de la mission EDD de la MAP. Donc là, pareil, il y a à cliquer sur le petit plus et on tombe sur le flyer d'inscription. Sur la partie outils maintenant, comme le disait Laurent, avant il y avait le dispositif CEP. Donc depuis 3 ans, j'ai été en contact avec 208 établissements, donc finesse juridique, entité juridique, soit 322 sites, entités géographiques. Donc on voit après une répartition, il y a environ 127 sur de l'animation, 205 sur la formation et 180 sur l'accompagnement. Ces chiffres-là, ça fait un total de 513, et 513, ça correspond aux actions d'efficacité énergétique qui ont été menées. Un établissement, j'ai pu l'accompagner, il a pu suivre un webinaire,
et il a pu faire une formation, et ben cet établissement a en gros 3 points. Voilà. Et quand on somme tous les points de tous les établissements, c'est là qu'on trouve les 513 actions qui ont été menées dans différents domaines d'efficacité énergétique, aussi bien animation qu'accompagnement, que formation. Donc les établissements qui ont participé au dispositif CEP ont dû remplir un questionnaire, envoyer les factures mensuelles énergétiques et d'eau de leurs 3 dernières années. S'ils avaient déjà d'autres documents techniques, les envoyer également, les plans, études, audits, contrats. Et ensuite, la MAP venait sur site avec analyse des factures, état des lieux, présentation d'un rapport, restitution, etc. Et ensuite, on rentrait dans l'accompagnement. L'accompagnement, c'est ensuite tous les 2 mois, on faisait un point sur la démarche d'efficacité énergétique de l'établissement. Donc, à ces points doivent être présents aussi bien la direction que la maintenance. On est bien sur un binôme, c'est mettre en place une démarche, on n'est pas seul, on est accompagné. Donc il y a la direction, la maintenance, la MAP et après les CME, etc. etc. Le but, c'était que l'établissement devait mettre en place en interne un suivi énergétique. CF, l'outil présenté tout à l'heure, est créé par la MAP. Et aussi faire évoluer son plan d'action. Une petite croix sur l'action, est-ce qu'elle n'est pas faite, en cours ou réalisée. Et le but est de mettre en corrélation l'avancement du plan d'action et la réduction des consommations d'efficacité énergétique. Les consommations d'énergie, pardon. Voilà ce que c'était le dispositif CEP. Dispositif ETE, on va être sur la même structure, donc à savoir ceux qui sont participés au dispositif CEP devront quand même refaire le questionnaire ETE pour candidater. Ceux du CEP qui ne veulent pas poursuivre le dispositif ETE devront quand même nous retourner leur suivi énergétique pour qu'on voit ce qui s'est passé entre 2018 et 2021. Donc comment candidater? Il y aura un questionnaire à remplir, à venir, toujours un envoi des factures énergétiques ou eau des 3 ou 5 dernières années, toujours l'envoi des documents techniques et une lecture et une signature de la lettre d'engagement. Sur quoi l'établissement s'engage. L'établissement s'engage sur quoi? Comme tout à l'heure, être présent direction maintenance lors des phases majeures du dispositif et faire vivre la démarche d'efficacité énergétique. Ok, il y a du monde qui est là pour vous accompagner, mais vous aussi, vous devez rentrer dans la démarche. Donc, ça n'enlève rien sur la mise en place d'un suivi énergétique et l'évolution d'un plan d'action. Si on voit que l'établissement ne joue pas le jeu, eh ben, on pourra du coup l'extraire du dispositif en cas de non-respect, on va dire, des engagements signés. Et prendre connaissance de l'offre de services de la MAP, donc les formations, les webinaires, etc., etc. Beaucoup de bulles, beaucoup de carrés, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si on commence en bas à gauche, sur la bulle du haut, établissement du dispositif CEP. Donc le petit carré au-dessus, ils ont dû envoyer les factures, faire le questionnaire. Ensuite, nous, on a fait une analyse, une visite de site, un état des lieux, une restitution. Et ensuite, il y avait l'accompagnement avec le suivi énergétique et l'avancement du plan d'action. Ces établissements, s'ils veulent arrêter, ne pas candidater à l'ETE, ils doivent quand même nous renvoyer leur suivi énergétique et leur plan d'action mis à jour pour qu'on puisse faire un retour d'expérience du dispositif CEP et créer les nouveaux indicateurs. Si l'établissement du dispositif CEP veut continuer, il doit candidater au nouveau questionnaire du dispositif ETE. Je suis un nouvel établissement et je découvre le dispositif ETE, je candidate également. Comment candidater au dispositif ETE? Je l'ai évoqué juste avant, envoyer les factures énergétiques ou un suivi énergie en interne, remplir le questionnaire ETE, envoyer d'autres documents techniques et lire et signer la lettre d'engagement. Je dis bien lire et signer, savoir à quoi on s'attend. Et ensuite, il y aura la phase de sélection. Donc la sélection, elle se fera déjà en fonction du nombre de candidatures reçues, en fonction des annexes techniques rédigées par les GHT et AODE des départementaux, le taux de remplissage du questionnaire, est-ce qu'il est bien rempli, oui ou non? Est-ce qu'il y a des projets d'investissement sur l'établissement ou pas? Enfin voilà, là, c'est lié au questionnaire et les consommations déjà initiales de l'établissement. Vous êtes sélectionné, ok, vous rentrez dans le dispositif ETE entre guillemets classique, ce qu'on a évoqué en journée 2 avec les 4 axes de financement, l'instrumentation, les audits, etc. Vous ne l'êtes pas. Aucun problème, on a appelé ça, donc ça peut changer, on a appelé ça dispositif fil rouge. Vous avez quand même des factures énergétiques, on pourra quand même créer vos indicateurs, vous pouvez quand même participer aux animations et formations de la MAP, il y a quand même la base documentaire, il y a du conseil, il y a quand même le réseau d'acteurs et il y a quand même les aides financières.
pas de problème, vraiment pas de problème. Si on veut passer sur la slide d'après, voilà, donc là il y a vraiment 4 phrases, on va dire, type. Comme je l'ai dit, on est dans la partie contenu envisagé, donc rien n'est gravé dans le marbre, on est en cours de finition de l'élaboration. Personne ne restera sur le quai de la gare, il y a de nombreux moyens d'action, nombreux, j'avais pas cette place, le carré n'était pas assez grand, mais je pourrais mettre 20 fois le mot nombreux, il y a vraiment plein de choses à faire. ETE ou pas ETE, dans tous les cas, il y a l'obligation du décret éco-énergie tertiaire, donc là, l'historique des factures, le choix de l'année de référence et tout ça, vous ne pourrez pas y couper. La plateforme Opéra, la remontée des consommations et la réduction des consommations, MAP, pas MAP, ETE, pas ETE, ce sera à faire. Donc dans tous les cas, voilà, c'est pas, vous allez devoir faire un travail là-dessus pour se mettre en ordre de marche au niveau réglementaire. Et enfin, cette phrase que je dis, re-redis et re-redis et qui va s'illustrer juste après, on sait qu'on peut faire dans 90% des bâtiments en France entre 7 et 15% d'économie d'énergie à investissement nul, c'est-à-dire régler nos équipements. Donc, dispositif ETE ou pas ETE, on peut faire déjà 15% sans mettre un euro. C'est bien de l'avoir en tête. Rapidement, une petite photo du suivi énergétique, donc le lien YouTube qui permet de voir comment fonctionne le suivi énergétique et en savoir plus, ça nous ramène vers l'onglet de la base documentaire suivi énergétique et indicateur. Donc voilà, c'est des petits tableaux à remplir et ça nous fait des courbes mensuelles et annuelles. Donc ça nous permet de voir les dérives sur les consommations, l'augmentation du prix de l'énergie, voilà, toutes ces choses-là. Donc le suivi énergétique permet de créer des indicateurs. Combien je consomme en kilowattheure par mètre carré, combien je consomme litres d'eau par jour par lit en fonction de mon établissement. Voilà, donc là il y a déjà des premiers indicateurs qui ressortent. Sachez actuellement qu'on a un stagiaire à la MAP qui est en train de travailler sur ces deux Excel, les indicateurs et le suivi, pour un peu les optimiser, les puncher, qui soient un peu plus compréhensibles qu'actuellement. Donc il y aura des nouveaux outils en juin prochain. Vous pouvez déjà d'ores et déjà saisir sur les anciens. Le mode de saisie restera le même, c'est juste l'interface et les infos principales qui ressortiront qui vont être modifiées. Mais voilà, la question là, c'est vous et où est-ce que vous vous situez. En thermique, en gaz et eau chaude sanitaire, admettons, la moyenne est de 122 kWh par mètre carré. Vous faites vos petits calculs. Ah, moi je suis à 150. Ah oui, d'accord, donc si je passe de 150 à 122, ça va peut-être me faire 4000 € de gain. Donc vu qu'on sait qu'il y a 15% potentiel d'économie d'énergie à zéro investissement, on sait déjà, en fonction de nos indicateurs, est-ce qu'il vaut mieux qu'on aille taper sur la thermique, sur l'électricité, sur l'eau. Enfin voilà, les indicateurs permettent déjà de savoir où on se situe et où est-ce qu'on peut s'améliorer facilement si on est au-dessus des indicateurs régionaux. Et enfin, un plan d'action. Donc là, c'est un exemple d'un ESAT dans la Sarthe. Donc voilà, la MAP a restitué l'audit. Beaucoup d'actions, tout ce qu'on voit en saumon, ce sont les actions de réglage à 0 €. Donc on voit que c'est quasiment 70% du plan d'action. Donc voilà, et on voit que plus les points d'avancement avançaient, plus les petites cases étaient mises en œuvre. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Comme on disait, il y a la MAP qui peut être là et vous accompagner sur tout ce qui est réglage des équipements. Et ensuite, il y a la partie audit énergétique, qui est étude technique, où là, il y a un coût, et qui, elle, a les logiciels réglementaires et thermiques pour les gros travaux. Vous changez vos fenêtres, ça va vous coûter tant d'euros, mais vous allez faire tant de gains, donc un temps de retour de temps, etc. etc. Ça, la MAP ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas agréé, on n'est pas RGE ou OPQ IBI. Mais là, sur la partie gros travaux, c'est les bureaux d'études qui peuvent vous accompagner. Et la MAP peut avoir un regard sur le rapport du bureau d'études, aucun problème. Le dispositif ETE, pardon. Mais voilà, il faut bien décrire. Il y a deux familles, réglage équipement et gros travaux. Et réglage équipement, ça peut être 7 à 15%. Oui, peut-être juste préciser, là, tu as cité les éléments à coût zéro d'investissement, sachant que pour les lignes qui restent en blanc, vous avez aussi la notion d'aide. Là, on voit les aides C2E qui apparaissent dans la colonne, à côté de la colonne coût. Donc, confère le webinaire sur les aides financières, le webinaire numéro 4. Et en l'occurrence, il y a d'autres aides que les C2E, on en a parlé hier. Complètement. Je rebondis rapidement sur ce que dit Madame Perico du SAGE de Saint-Nazaire. Les indicateurs que j'ai montrés juste avant sont issus d'EHPAD, effectivement. Actuellement, on a beaucoup de données, je n'ai pas eu le temps de les traiter, d'où le travail aussi actuellement du stagiaire et des futurs CME qui seront de consolider, d'avoir plus d'indicateurs et de les consolider en disant je suis ES ou ESMS, PA ou PH.
quelle année de construction, et le but est d'affiner le plus possible ces indicateurs pour que vous y retrouviez vraiment et que ce soit le plus précis possible. Mais là, c'est un premier ordre de grandeur avec, entre guillemets, voilà, ce que j'ai pu faire avec les moyens du bord et le temps du bord, si je puis dire. Mais voilà, ça va être optimisé dans les prochains mois. Oui, sachant que la remarque de Marlène Péricot est intéressante du CH de Saint-Nazaire, puisque le dispositif de conseiller en énergie partagée en santé, on l'a peut-être pas suffisamment dit, mais il a eu vocation quand même à accompagner les établissements qui ne bénéficient pas en leur sein de ressources techniques, donc permettant de mettre en œuvre ce genre de dispositif. Donc c'est dire que sur l'accompagnement, donc dans les 3 ans de Yuan, depuis juin 2018 jusqu'à mai 2021, ce sont davantage les établissements et services médico-sociaux, donc de petite taille, qui ont été accompagnés. C'est pour ça que les indicateurs qui sont traduits sont aussi ceux comment dire, de ces établissements. Par contre, sur le nouveau dispositif, cette fois-ci efficacité transition énergétique, là l'ambition c'est de laisser personne sur le quai de la gare, c'est un peu ce que disait Johan aussi tout à l'heure, c'est tout secteur confondu, tout type d'établissement, et on va surtout aussi embarquer, en l'occurrence notamment avec les groupements hospitaliers de territoire, les centres hospitaliers. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des indicateurs qui, en effet, devront nécessairement être caractérisés en fonction de si nous sommes un centre hospitalier ou un établissement médico-social. Et au sein des établissements médico-sociaux, est-ce qu'on est de type ESAT ou est-ce qu'on est, comment dire, un foyer d'accueil médicalisé? Enfin bref, il va falloir caractériser. C'est tout le travail en cours, notamment avec Johan et puis Edouard, donc le stagiaire de la MAP aujourd'hui. Et donc, comme a dit, la partie outils peut aussi englober la partie 3 qui était l'animation, où là on retrouve les formations, les newsletters, les webinaires et la base documentaire. Et en haut à droite, l'offre de services global qui recense la totalité des quatre parties. Donc là, vous avez tous les liens sur En savoir plus et les liens YouTube sur cette slide. Un petit, parce que là depuis tout à l'heure je rabâche le 7 à 15% d'économie d'énergie, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Eh ben nous pouvons y croire, hein. CF, l'exemple que je vais illustrer, donc là c'est un IEM hein, qui a rempli le suivi énergétique de la MAP, enfin du dispositif CEP sur entre 2013 et 2019. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau électricité? Donc l'établissement passe en LED au fur et à mesure depuis quelques années, donc on voit qu'il a ses consommations électriques en kilowattheure se sont réduites environ de 21% sur les dernières années. Contrairement à ça, on voit aussi que le prix de l'énergie, lui, a augmenté aussi. Il a pris également 20%. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que cet établissement, au niveau du coût annuel d'électricité, il est resté stable. Même s'il a moins consommé, il a payé autant du fait de l'augmentation du prix de l'énergie. On peut voir, j'ai appelé ça gain, mais j'aurais pu appeler ça éviter un surcoût de 1 300 € s'il n'était pas passé en LED. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ensuite, sur la partie gaz, donc cet établissement a isolé son vide sanitaire avec les C2E, donc pour 0 €. Ça lui a fait gagner entre 4 et 5% d'économie d'énergie. Beaucoup de monde se sera arrêté là. Super, hurrah, hurrah, j'ai isolé, je suis tranquille, je suis le plus fort. Non, non. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut toujours, dans 90% des bâtiments, optimiser les équipements. Donc là, cet établissement a dit « Ah bah j'ai isolé mon vide sanitaire, ça veut dire que j'ai amélioré mon enveloppe et donc potentiellement je peux réduire du coup ma température ou ma température d'eau chaude dans les radiateurs. » Donc lui ensuite il est allé dans son régulateur, il a touché les petites flèches et il a optimisé ses réseaux secondaires de chauffage. Ça c'est toujours pour 0 €, hein. On a tous des régulateurs déjà dans nos chaufferies. Et là il a fait un gain en plus des 4-5% initial, il a fait 8-9% de gain en plus en optimisant simplement, en diminuant de 1 degré ou 1,5 degré seulement sa température intérieure de confort, sans réduire le confort des occupants. C'est ce qu'on voit sur la courbe, hein. En haut à gauche, c'est la courbe de la rigueur climatique. Elle est DJU, ça s'appelle. Plus la courbe est haute, plus il a fait froid. La courbe en bas à gauche, c'est celle du chauffage. Parce que des fois, on m'appelle « Monsieur Leloup, super, j'ai moins consommé cette année que l'année d'avant. » Ouais, mais s'il a fait moins froid, du coup, c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous avez mieux consommé. Donc, la courbe de droite, c'est la courbe qui s'appelle, c'est un indicateur qui s'appelle la consommation de chauffage par DJU par rapport à la rigueur climatique.
Donc là, on voit bien qu'entre 2013 et 2018, entre la courbe bleue à gauche et la courbe orange, l'établissement n'avait fait aucun travaux d'efficacité énergétique sur le chauffage. Donc on voit bien que l'indicateur reste constant, normal. Je consomme plus s'il fait plus froid, je consomme moins s'il fait moins froid. Classique. Par contre, on voit bien que la dernière année, là où il a fait le réglage, il a gagné 13% de gains sur le chauffage. Là, on peut retourner sur les courbes de gauche. On voit bien en haut à gauche que la courbe de droite, bleu turquoise, il a fait plus froid en 2019 qu'en 2018. La courbe est plus haute. Pourtant, si on regarde la courbe en bas à gauche de chauffage, il a moins consommé. Il a fait plus froid, mais il a moins consommé, sans impacter son confort. Donc, il a déjà fait, lui, 13% de gains sur l'efficacité, sur son chauffage. Donc les 20% d'élec plus les 13% là, cet établissement, en gros, il a déjà fait 35% d'économie d'énergie à 0 € d'investissement. Il a déjà quasiment fait la première étape du décret tertiaire en mettant 0 €, juste en passant à la LED au fur et à mesure. Donc c'est possible. Et c'est possible chez vous, j'en suis persuadé. Alors, il y a une remarque sur le passage en LED, oui, sur les gains sur la consommation, mais qu'en est-il du surcoût à l'achat? Alors, il y a un surcoût, je n'ai pas le détail du coût des LED. Alors, il y a un surcoût peut-être de la LED à l'achat. Cependant, la LED est faite pour tout ce qui est allumage-extinction à une durée de vie de 50 000 heures au lieu de 15 000 heures. Donc, on gagne aussi en maintenance. Les gains de maintenance ne sont pas non plus illustrés dans l'exemple. Je parle vraiment en kilowattheure. Et voilà, donc j'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me questionner si vous en avez l'envie et le besoin. Et je repasse la parole à Laurent pour la dernière partie de la boîte à outils, de l'offre de service de la MAP, qui sont le réseau. Merci, Johan. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, juste le contenu envisagé, hein, c'est de rappeler que vous n'êtes surtout pas seul. CF, le webinaire numéro 1, je ne vais pas vous refaire le topo sur les acteurs, mais comme la question, enfin la remarque a été soulevée, comme quoi il y avait quand même beaucoup d'acteurs, il était parfois difficile de s'y repérer. En effet, ce sont tous les acteurs avec qui la MAP collabore aujourd'hui. Ce qui n'est pas neutre, c'est dire que quand on est établissement sanitaire ou médico-social, et ben, quand on est sans la MAP, grosso modo, vous avez ces mêmes interlocuteurs et on peut comprendre que vous soyez parfois noyé sur non seulement les informations, mais sur savoir comment s'y prendre. Alors pour ce faire, ben, ce qu'on vous propose très simplement, c'est que la MAP soit votre porte d'entrée principale, hein, sur ce dispositif. Et ça fait partie d'ailleurs des réponses qu'on apporte à la FAQ. Donc dans le réseau, nous avons les institutions, les agences nationales et régionales, hein, qui étaient là lundi dernier lors du webinaire, les représentants des collectivités régionales, départementales et locales sont nos interlocuteurs de terrain, hein. Les fédérations, ce sont les établissements qui sont représentés par des groupements de fédérations. La MAP, elle est co-gouvernée par l'ensemble de ces fédérations que vous voyez ici présentes, donc ce qui nous assure la représentativité non seulement du secteur sanitaire, médico-social, mais tout statut juridique confondu. C'est hyper important de le rappeler. Ça fait depuis maintenant 2004 que nous travaillons sur le sujet, tout statut juridique confondu. Et puis, nos nouveaux partenaires, hein, très clairement, renforcés depuis l'action du HAN, depuis juin 2018, en l'occurrence avec les syndicats, les réseaux, les associations, les fédérations qui sont liées au secteur de l'énergie. Revenir sur ces acteurs de réseau nous paraît important dans le cadre de dispositifs ETE pour bien nous assurer de bien véhiculer l'information. On a tout d'abord l'ARS Pays de la Loire et la FNCCR qui sont les deux cofinanceurs du dispositif d'efficacité et transition énergétique. L'ARS Pays de la Loire abonde de 500 000 € par an pendant 3 ans sur ce dispositif ETE. On a une enveloppe d'1,5 million grâce à l'ARS Pays de la Loire. Nous avons avec la FNCCR une enveloppe d'1 million d'euros en 3 ans. Donc, ça veut dire qu'avec ces deux cofinanceurs, le dispositif de l'efficacité énergétique, à savoir de la ressource humaine, des études énergétiques, des outils de suivi de consommation et d'instrumentation, de l'assistance à maîtrise d'œuvre, nous avons eu, vous, les bénéficiaires finaux, avez une enveloppe de 2,5 millions d'euros. Ça peut paraître peu pour les gros CH, ça peut paraître beaucoup pour les petites structures médico-sociales, mais ces 2,5 millions d'euros vont être non pas saupoudrés, mais vont être travaillés avec donc, la coordination régionale de la MAP, avec les conseillers en maîtrise de l'énergie, avec les GHT, avec les AODE, pour définir cette offre de service dont on parle aujourd'hui. Donc, ces acteurs, ce sont les acteurs
qui orchestre ce dispositif d'efficacité et transition énergétique, c'est la MAP, hein, qui va avoir ce rôle de conseil, d'accompagnement. Enfin bref, on l'a expliqué, c'est le rôle du coordinateur du dispositif ETE de travailler en lien avec les 6 conseillers en maîtrise de l'énergie départementaux. Les AODE et les GHT vont être les binômes de territoire. C'est important parce que sur les AODE, il y a déjà des choses existantes. Il y a déjà l'achat groupé d'énergie, il y a déjà des dispositifs, comment dire, d'outils de suivi de consommation. Il va falloir s'entourer de ces acteurs, vos futurs interlocuteurs de demain. Les autres acteurs qui gravitent autour de ce dispositif ETE, c'est l'ADEME, Pays de la Loire, qui est soutenante aussi pour vous, bénéficiaires finaux, parce qu'il y aura des aides financières à aller chercher lorsqu'on sera notamment sur la partie investissement, ou aussi contrat de performance énergétique. On en a parlé hier, encore une fois, lors du webinaire numéro 4. Il y a le réseau des ENR qui, sur la partie énergie renouvelable, sont des accompagnateurs techniques et financiers de vos projets d'énergie renouvelable. Ça a été illustré également hier. Enfin, nous avons des acteurs qui complètent cette cartographie qui mériterait encore, mais en 2 slides, on ne pouvait pas tout remettre, hein, mais c'est l'ANAP. L'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, elle a vocation à faire ce que nous faisons en région de Pays de la Loire, mais cette fois-ci à l'échelle nationale, d'être l'acteur soutenant sur toutes les problématiques des professionnels de santé, mais en l'occurrence avec 2 communautés dédiées, l'une sur l'immobilier et l'autre sur la responsabilité sociétale des établissements, d'œuvrer pour notamment l'efficacité et transition énergétique. Voilà, c'est important de citer l'ADREA, le CEREMA Ouest et Aura, ce sont nos acteurs, nos collaborateurs en région également. Sur le rôle, votre rôle et notre rôle, je laisse Yoann prendre ce relais, s'il te plaît. Pas de souci. Donc là, on a fait avec Laurent une liste non exhaustive, hein, mais un peu la checklist du parfait établissement pour aider la mise en œuvre du dispositif ETE. Comme l'a dit Laurent, hein, il y a les financeurs, il y a le CRET, il y a les CME, mais il y a surtout les bénéficiaires finaux. Et vous avez aussi votre rôle à jouer, effectivement. Donc déjà, c'est visionner les replays informatifs et explicatifs de la base documentaire, hein, savoir déjà ce qui s'y passe, ce qui va se passer, hein, se renseigner déjà sur différents thèmes. Connaître le fonctionnement et le contenu de la base documentaire, hein, donc il y a déjà beaucoup d'infos sur la base documentaire, donc je dis beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il y en a trop et que c'est un labyrinthe, hein. Non, non, si vous regardez le webinaire de comment elle fonctionne, tout va se clarifier. Il y a peut-être 36 onglets, c'est peut-être beaucoup, mais il les faut. Ça englobe vraiment toutes vos questions, points de vigilance à avoir. S'abonner aux newsletters de la MAP pour savoir ce qui se passe, hein, au niveau, avoir les informations classiques d'une newsletter. Connaître les acteurs territoriaux et régionaux. Connaître les aides financières mobilisables. S'inscrire aux formations de la MAP. Candidater, donc remplir le questionnaire et respecter les engagements du dispositif ETE. Contribuer à faire connaître le dispositif en région également, et être force de proposition pour l'amélioration du dispositif régional. Nous, on propose une base, des choses, des actions, des idées, et bien sûr, le cadre n'est pas fermé. Comme j'ai dit, rien n'est gravé dans le marbre. Ça peut évoluer aussi en fonction de vos besoins, attentes, envies, et pour cela, il faut nous les faire partager. Donc voilà un peu la checklist, hein, des points principaux du parfait établissement. Concernant les prochains grands rendez-vous, un petit rappel du calendrier, hein, donc signature de la convention fin mai, candidature des établissements au dispositif à partir de juin, et arrivée des CME courant septembre ou avant, bien évidemment, si possible. Voilà. Et je repasse la parole à Laurent pour la suite et bientôt fin de ce dernier webinaire de la semaine. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole aussi ou compléter par le chat. Alors, je reviens sur 2-3 questions, je crois qu'ils n'ont pas eu de réponse. Alors, peut-être la remarque d'Alain Faury, hein, du CH de Saint-Nazaire sur la notion des indicateurs, mais je vois que Marlène du CH de Saint-Nazaire a commencé à y répondre. La notion de ratio par lit, parfois peut-être plutôt de la noter par personne, ce serait intéressant en effet d'affiner et aussi d'expliciter, je pense, les indicateurs, notamment lorsqu'on est centre hospitalier, puisque comme les centres hospitaliers font de plus en plus appel à l'hospitalisation, non plus conventionnelle, mais dite de jour, l'hospitalisation de jour, donc la notion de lit peut perdre de son sens pour certains. Donc il est vrai que le dénominateur est hyper important pour s'assurer du parangonnage, du benchmark inter-établissement. C'est tout le travail justement et du stagiaire en ce moment avec Yoann
Johan, mais pas que. Ces questions que vous posez très justement, Alain, sont aussi remontées dans la communauté de pratique dédiée sur, donc, qui s'appelle Réduction et consommation énergétique, portée par l'Agence nationale d'appui à la performance. Je ne saurais trop que vous conseiller aussi de vous rapprocher de cette communauté de pratique, puisque dans cette communauté de pratique, il y a une représentativité de centres hospitaliers, d'établissements médico-sociaux, ce qui fait que les indicateurs qui en sortent sont davantage consolidés, et aussi vous arriverez notamment à vous retrouver davantage sur, comment dire, les indicateurs qui vous conviennent en fonction de votre statut et aussi en fonction de votre champ d'activité. Il y avait une autre question, une autre remarque de Ferdinand Rodriguez, je ne sais pas si vous êtes encore là, c'est en cas de déménagement de mon établissement, question pour toi Johan, en cas de déménagement de mon établissement de la période du dispositif ETE, comment cela se passe? C'est une très bonne question. Peut-être tu as déjà eu le cas? Je n'ai pas eu le cas. Si le bâtiment déménage, eh ben, c'est une mise à jour du questionnaire, hein, avec nouvelle localisation, nouvelle surface, nouveau nombre de lits. Enfin voilà, on n'a pas eu le cas, mais ça ne change pas, je ne suis pas inquiet. Voilà, si le bâtiment déménage, on Alors, fera avec. faut qu'il reste en région, toutefois, mais Il faut qu'il reste en région, effectivement. Il faut qu'il reste dans la région Pays de Loire. Mais comme on l'a dit, hein, qu'on soit sur le neuf ou l'existant ou de la rénovation lourde, il y a toujours des économies à faire sur le réglage, hein. Donc, dans tous les cas, on pourra vous accompagner. Ce n'est pas un terme, la localisation géographique, tant que ça reste au niveau régional. très bien. Il y avait une remarque de Marlène du Sage de Saint-Nazaire sur la notion de coordinateur. Je vois que tu y as répondu, mais je voudrais vraiment insister. La notion de CRET, un coordinateur régional de l'efficacité et transition énergétique, ce CRET, c'est bien l'économe de flux coordinateur, c'est bien une seule et même personne. Peut-être s'il n'y a pas d'autres interrogations, ce que je souhaiterais, c'est vous remonter toutefois les questionnements qu'il y a pu avoir jusqu'à présent. Je vais vous présenter ça, j'en ai pour quelques secondes de le mettre à l'écran. Ça me paraît important de revenir sur des foires aux questions. Il y a eu 4-5 questions qui sont revenues régulièrement cette semaine, et ces questions, elles méritent d'avoir réponse aujourd'hui, sachant que d'autres, comment dire, arriveront par la suite. Voilà, je vous partage l'écran. Ce qui me paraît important, c'est de revenir sur vos premières interrogations pour s'assurer qu'au final, vous avez bien cerné les enjeux de la semaine. Donc, on s'inspire de vos premiers retours. On en a eu par mail, on les complétera, hein, au fur et à mesure. Cette foire aux questions a vocation à s'alimenter. Alors, première remarque, j'en ai un, ça fait beaucoup d'acteurs, on a parfois du mal à s'y retrouver. Comment savoir à qui s'adresser? C'est tout à fait compréhensible, cette remarque. Je pense que vous êtes nombreux à être parfois perdus sur l'ensemble des acteurs. Retenez que la MAP, ça fait 3 ans que Johan bosse avec ces acteurs, et c'est ce futur coordinateur régional du dispositif UTE, le CRET, positionné à la MAP, donc Johan, qui sera la porte d'entrée principale. Et puis demain, lorsque les CME, les conseillers en maîtrise de l'énergie, seront présents donc, dans les territoires, ils seront votre porte d'entrée de proximité. Ils vous répondront, renseigneront et vous aiguilleront vers les acteurs du territoire. Journée 1, toujours beaucoup de sigles. Alors, tout à fait, il y a beaucoup de sigles. C'est pour ça, on vous renvoie directement sur le lien du glossaire pour le consulter et apprendre véritablement à appréhender tout ce jargon. Si vous avez des questions à Johan, tu regardes dans le chat en parallèle, il ne faudra pas hésiter à les remonter. Journée 2, le dispositif ETE concerne-t-il tous les établissements de la région, qu'on soit associatif, EHPAD, centre hospitalier? Oui, c'est un grand oui. Personne ne reste sur le quai de la gare. Tous les établissements géographiquement présents en région, soit 1633 structures, peuvent bénéficier du dispositif ETE. Donc, champ sanitaire, médico-social, public, privé lucratif, non lucratif, tout le monde est concerné. Alors, journée 2, point notable sur lequel je souhaite répondre. La remarque est la suivante. Dans chaque territoire est indiqué que c'est le groupement hospitalier territoire, le GHT, qui va être le porteur territorial du projet d'efficacité de transition énergétique en lien avec le syndicat d'énergie du territoire, la ODE. Ma question est la suivante. Comment va se faire la prise en compte des besoins des établissements qui ne relèvent pas du GHT, qu'on soit médico-social public, sanitaire privé, etc. Très bonne question. On entend aussi l'appréhension qu'il peut y avoir derrière cette question d'être oublié. Encore une fois, personne sur le quai de la gare, pour plusieurs raisons que je souhaite vous illustrer. Alors, tout d'abord, en effet, le coporteur territorial, c'est le GHT avec la ODE. Pourquoi? Parce que dans chacun des 5 départements, l'Agence régionale de santé a adressé un courrier à l'attention des fédérations
tout secteur confondu, hein, tout statut juridique confondu, qu'il soit privé lucratif, non lucratif, public, sanitaire, médico-social. Et des candidats se sont portés volontaires à l'accompagnement du territoire sur l'ensemble du statut. Et ce sont, dans chacun des territoires, c'est chaque GHT s'est porté volontaire. C'est-à-dire que sur les 5 territoires, 5 départements en région Pays de la Loire, le GHT s'est porté volontaire pour accompagner les établissements géographiquement présents sur son territoire, à la fois sur le champ sanitaire et le champ médico-social, à la fois relevant des statuts publics, privés lucratifs et non lucratifs. C'était une réelle ouverture hein, du GHT vers comment dire, le partenariat avec le privé et le médico-social. En premier lieu aussi, on peut indiquer qu'avant d'avoir peur de ne pas être accompagné, ben, il faut surtout candidater pour être accompagné dans le dispositif ETE, d'où l'établissement qui devra remplir cet engagement de candidature dont Johan a parlé. Le deuxième point, c'est que chaque GHT, en lien avec le syndicat d'énergie et avec l'appui de la MAP, il va à la fois identifier, mais aussi échanger avec les établissements qui auront candidaté, qui sont aujourd'hui hors périmètre du GHT, pour s'assurer de leurs besoins et donc de s'assurer d'être, comment dire, dans la boucle des échanges et surtout de l'accompagnement du dispositif ETE. Donc, il va y avoir à la fois un temps d'identification et un temps d'échange avec ces établissements qui ne sont pas aujourd'hui dans le périmètre du GHT. Enfin, la coordination régionale du dispositif ETE, qui est portée par la MAP, elle sera la garante de la prise en compte des intérêts des différentes structures et de leur représentativité. C'est déjà ce que fait la MAP actuellement via le dispositif de conseil en énergie partagée. C'est déjà ce que faisait la MARTA à l'époque depuis 2004. Nous sommes, en effet, la MAP, hébergée juridiquement par un établissement sanitaire public, le CHU Nantes, et pour autant, on est co-gouverné par l'ensemble des fédérations régionales. Donc, tout statut juridique confondu. Et enfin, la MAP, elle est 100% financée par l'ARS Pays de la Loire et œuvre en cela pour tous les établissements et services de la région. Donc, personne sur le quai de la gare. C'est une collaboration publique-privée, sanitaire, médico-sociale renforcée, tous et toutes ensemble, avec le même cap d'efficacité et de transition énergétique. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur la FAQ. Je remets le diaporama pour la conclusion et puis il nous restera à répondre éventuellement aux dernières interrogations s'il y en a. Nous sommes ici. Est-ce que, Johan, tu peux me dire si dans le chat, tu vois des questions? Oui, il y a une question de Monsieur Faury concernant le décret éco-énergie tertiaire. L'année de référence est choisie pour une entité juridique ou pour un site par bâtiment. Alors, je n'ai pas le détail. Hier, on parlait d'unité. Mercredi, pardon, le CEREMA parlait d'unité foncière. Donc voilà, là, je vous invite à regarder la FAQ qui est sur le site de Opéra, qui est très bien faite, et je suis sûr à 90% que la réponse à cette question sera dedans. Voilà, quand on est plusieurs bâtiments sur une même unité foncière, il se peut qu'on doive détailler les bâtiments, mais on n'est pas obligé, ça reste une consommation, à la fin les consommations restent globales, les moins 40, les moins 30, c'est sur la globalité. S'il y en a un qui est moins bon que l'autre, ils peuvent se compenser. Et je vous invite pour aller valider ça, à aller vraiment regarder la foire aux questions qui est sur le site Opéra de l'ADEME. Merci Johan. Je vois qu'il y a une question de M. Harousse du PHGNS, donc en Sarthe. Bonjour, les établissements support du GHT candidatent-ils seuls ou c'est le GHT qui candidatera pour eux? Je vais vous répondre, M. Harousse. Pour ce qui est du dispositif efficacité et transition énergétique, c'est bien chaque établissement qui va, donc chaque entité géographique, hein, chaque entité juridique, qui va répondre au dispositif ETE. Donc, le PHGNS va pouvoir faire acte de candidature auprès de Johan, auprès donc, de la coordination régionale de l'efficacité et transition énergétique, sachant que là, vous avez une position peut-être privilégiée dans le sens où vous êtes établissement sanitaire et sur votre GHT, il y a déjà des intentions très fortes du GHT vous concernant pour travailler sur un dispositif d'efficacité et de transition énergétique complémentaire à celui de la MAP. Et c'est justement comme cela que nous avons co-construit cette offre. On s'est inspiré de ce que chacun des territoires avait déjà commencé à faire sur l'efficacité et transition énergétique pour le consolider à l'échelle régionale. Donc, ma réponse est la suivante. Oui, vous allez en tant qu'établissement pouvoir candidater directement en tant qu'entité juridique au dispositif ETE. Et puis, moi, je vous inviterai aussi à vous rapprocher du GHT pour voir ce que le GHT vous propose sur votre territoire. S'il n'y a pas d'autres questions,
déjà, je commence sur la session des remerciements. Merci grandement, triple merci pour votre présence et votre attention tout au long de la semaine. Nous avons eu le plaisir d'organiser ces webinaires avec vous. Pour rester connecté, l'inscription à la newsletter de la MAP en cliquant en bas à droite ici, ça vous permet d'être informé de ce qui se passe sur l'efficience développement durable, sur l'efficacité transition énergétique et les autres accompagnements que nous proposons au niveau de la MAP. On rappelle que c'est une offre de service sans reste à charge pour les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région, tout statut juridique confondu. L'offre de service, vous avez à cliquer ici, ça vous renvoie vers notre site internet pour vous inscrire. Et enfin, on vous quadruple le remerciement si vous répondez au questionnaire de satisfaction de l'efficacité et transition énergétique. Maintenant que la semaine digitale sur l'efficacité et transition énergétique est terminée, on souhaiterait que vous puissiez nous faire savoir si vous avez apprécié ce webinaire, ce qui vous a plu, déplu, pour qu'on co-construise encore une fois cette offre de service en étant à votre écoute la plus complète. Merci Johan pour aussi cette co-animation tout au long de la semaine. Je suis ravi de l'avoir partagé avec toi et on vous dit à très très bientôt pour la suite. Je te retourne cette phrase, Laurent. Et ben, je la prends à ce moment-là, Johan. Belle journée à toutes et tous. Merci. On est ravis. On était à peu près une trentaine aujourd'hui, un peu plus même, 36 participants à le pic. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Au revoir. Merci, belle journée, bon week-end.